Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Passez le week-end, 100% Bénin reprend service avec une question qui alimente de plus en plus les conversations. Elle est, dit-on, des plus préoccupantes ces dernières semaines et pourrait se révéler alarmante dans les tout prochains jours. Il s'agit de la très sensible question de sécurité publique. Cambriolage, vol à main armée, braquage, elles sont désormais légion, ces pratiques dans les grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto-Novo, Parakou et j'en oublie, comme pour marquer le retour d'une période de triste mémoire où la criminalité grandissante a fini par dresser le lit à la vindicte populaire grandeur nature. Le gouvernement de la rupture, pour un nouveau départ, dit tenir à exorciser au plus tôt le mal. Une série de mesures ont aussitôt été prises. Opération Mamba, nomination de nouveaux directeurs suivis de leur prise de commandement à la tête de la gendarmerie et de la police nationale. À la liste s'ajoute l'une des décisions du dernier Conseil des ministres en la matière est relative à l'adoption d'un projet de décret portant création d'une commission chargée des réformes des forces de défense et de sécurité. La formule a enfin tout trouvé pour que l'étau se resserre et définitivement autour de la délinquance et du grand banditisme en pleine recrudescence au Bénin. C'est la seule grosse interrogation qui aura à meubler le débat du jour. Mais avant, le point de l'actualité au Bénin, vu par nombre de journaux dans leur parution du jour. La revue des titres. Déjà installé pour la une du jour, Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs et nous souhaitons très bonne semaine à chacun et à tous. La pleine forme pour cette nouvelle semaine qui démarre? Oh oui, sous la bénédiction divine, nous croyons oui. Et que retenir de la revue des titres du jour? Autant de sujets abordés par nos quotidiens, il n'y a pas un sujet qui domine véritablement l'actualité, si ce n'est donc la sanction infligée, soi-disant, au Bénin par les Nations Unies du fait de la mort d'un caporal dans l'armée. De toutes les façons, cela ne domine pas. L'actualité ne fera d'ailleurs pas objet de cette revue des titres à la une donc des canards. Nous verrons donc pêle-mêle ce qui domine l'information au Bénin. Pêle-mêle, on y ira. Avec le quotidien Actu Express, nous démarrons donc cette revue avec autant de sujets relatifs donc à la mauvaise gouvernance, escroquerie, grandeur nature des opérateurs économiques béninois par un ressortissant turc, écrit donc en manchette ce journal, qui protège exactement le sieur Tariq Özdemir, le silence inquiétant des autorités diplomatiques turques près le Bénin. Et puis, mauvaise gouvernance à la centrale d'achat des intrants agricoles CAIA, des marchés passés dans des conditions non orthodoxes, de multiples cas de délits d'initiés, urgence d'un audit pour élucider la gestion de la CIA. IA propose donc le journal et puis rebondissement dans l'affaire PPEA 2, deux mises aux arrêts et 2 mandats d'amener les DRFM et les DGO activement donc recherchés. Info plus, les opérateurs économiques anarqués, béninois anarqués par un Turc, quelle autorité protège Tariq Özdemir? Le Bénin toujours, blocage par le gouvernement du projet pavage des rues et assainissement dans 20 communes du Bénin. Le Bénin risque de perdre les 20 milliards de la BOAD. La diaspora de Sabah, entretien avec le ministre Abdoulaye Biotchane. Ces dernières années, il n'y a eu aucune orthodoxie budgétaire. Le journal La Nouvelle Génération, affaire Betraco, seul Patrice Talon pour faire rendre justice. L'octogénaire Adotevi ne mérite pas l'humiliation dont il est victime. Et puis Bénin, filière bois, le ministre Tonato se laisse manipuler par 2 imposteurs. Écrit donc en manchette le journal La Nouvelle Génération. La Nouvelle Tribune cette fois. Gestion catastrophique sous Boniaï. Biotchane révèle l'ampleur du désastre. L'audace info. Nommé directeur du renseignement et des enquêtes douanières par le gouvernement, Jacques Yampabou tient au respect des tests à travers donc un courrier adressé au président Adrien Mbedi. Il renonce à son siège de député. Le confrère de la matinée, certificat d'études primaires session de juin 2016. Les épreuves démarrent ce lundi, écrit donc le journal Le Pays émergent cette fois. Levée de suspension du Bénin par la FIFA. Anjorin, les frères Quentin, Bruno, Didavi et consorts ont aussi joué leur partition. Le potentiel. Nomination à l'ère de la rupture.
Talon prend du vieux pour faire du neuf. Et puis débrief des 10 ans du pouvoir du changement et de la refondation. Les récriminations de Biochane contre Yahi, l'économiste. Gouvernance publique, les nouveaux chômeurs de la République, écrit donc le journal L'Économiste. Et puis exécution du budget de l'État 2016, le panier de la ménagère en souffrance. L'événement précis, suppression des PDM des travaux de commission dans l'administration. Patrice Talon frappe un grand coup dans les ministères, lit l'intégralité du Conseil des ministres qui en parle. Nord-Sud quotidien, levée de suspension du PAES, Talon se débrouille et s'embrouille, écrit le journal. Le soleil levant, joyeux-on dit, c'est sur ce journal que nous allons donc terminer. Pavage de rues et assainissement dans 20 communes du Bénin. Pourquoi le gouvernement refuse de signer l'accord de prêt de la BOAD, s'interroge le journal. Et puis, suite à l'assassinat du caporal d'Angourachidi dans des conditions non élucidées jusqu'à aujourd'hui, l'ONU rend le contrat des soldats béninois en mission en Côte d'Ivoire. Quand je viens maintenant, merci, et on se retrouve demain, n'est-ce pas, pour le même exercice. Tout à fait. À demain donc, quand je viens maintenant, pour l'heure, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Au cri de désespoir des populations face au grand banditisme qui dicte depuis peu sa loi, sans crier gare, le gouvernement béninois se refuse de dormir sur ses lauriers de la création d'une commission chargée des réformes des forces de défense et de sécurité au redéploiement à la tête de la direction générale de la gendarmerie et de la police nationale en passant par l'opération Mamba. C'est désormais une guerre ouverte et sans répit. Mais pour quel résultat les fruits seront-ils tenir la promesse des fleurs? En un mot, face aux défis sécuritaires, le gouvernement, une fois pour toutes, sur la bonne piste, de regards croisés sur la question. Un spécialiste en la matière et un homme de médias. Le premier a nom Claude Nyanho, précédemment commissaire central de Porte-Novo, la capitale du Bénin, et directeur départemental de la police. Au niveau des Zoukoulines, le contrôleur général de police a été depuis 2012 admis à faire valoir ses droits à la retraite. Un homme donc de long parcours et d'expérience. Claude Nyanho, bonjour. Bonjour, monsieur Tandis. Merci d'avoir sacrifié votre sommeil pour être là tôt ce matin. Je vous en prie. En face de lui, Adeke Jacques Bokor, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Bokor, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous. Et merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi. Ils ont repris du service dans les hameaux et grandes villes du Bénin et non pas de façon morte. S'émeut plus d'un Béninois, parlant donc des divorcés sociaux. Des actes de criminalité à leur actif occasionnant des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et d'importantes sommes d'argent emportées ne rassureraient guère quant à la sécurité des personnes et des biens. Des avis donc partagés. Claude Nyanho, la sécurité publique est-elle effectivement mise à rude épreuve ou il s'agit là d'une simple vue de l'esprit des citoyens? Je me risquerais à dire que c'est une simple vue des citoyens, parce que nous avons un système de sécurité capable d'assurer la sécurité et de prévenir les agressions et tout acte de vandalisme. Il est besoin seulement d'organiser cette sécurité et de voir à travers le projet de société du candidat Patrice Talon, qui était déjà très préoccupé par la situation, parce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est beaucoup plus une question de politique sécuritaire. Est-ce que ça va vraiment mal, comme le disent les citoyens, en matière de sécurité? Ça va mal.
ça va mal, je traîne à l'accepter parce que en réalité, il n'y a jamais eu d'instant de sécurité au niveau 0. Il y a toujours quelque chose qui est fait et les autres aussi, dans leur œuvre de tous les jours, je veux parler des malfrats et autres, s'organisent. Un peu de réserve, on y revient, il n'y a pas de problème. Jacques Bokor, je vous retourne la même question. La sécurité publique, comment vous l'appréciez? Absolument. Vous avez demandé au contrôleur général si ça va mal. Oui, ça va mal. On doit pouvoir le constater, puisque depuis que nous avons changé de régime, on a constaté qu'il y a eu recrudescence de l'insécurité. Si on doit faire un point, je n'ai pas les statistiques des braquages, des actes disons, d'assassinat, de tuerie qu'il y a. Je pense que on doit pouvoir l'évaluer à une vingtaine déjà, que ce soit à Cotonou, périphérie ou à l'intérieur du pays. Vous avez vu même des agents de sécurité ont trépassé. Nous avons eu le cas du forestier dans la partie septentrionale du pays. Donc moi je pense qu'il y a eu effectivement recrudescence et on peut dire que ça va mal, quand bien même tout n'est pas pour autant sombre, on ne peut pas peindre tout en noir. C'est vrai, c'est commun à chaque à chaque changement de régime, à chaque nomination d'un patron à la tête de la police nationale ou de la gendarmerie en général. Ça aussi, on va apprécier absolument. Mais la première réponse de l'exécutif à l'insécurité a été l'opération de sécurisation commune, conjointe, donc sous la bannière de la police et de la gendarmerie. On parle de l'opération Mamba. Vous qui circulez beaucoup, qui bouclez tardivement vos éditions, comment appréciez-vous cette opération? Oui, c'est toujours bien d'apporter une solution efficace à un problème, à un mal qui se pose. Et le gouvernement a bien fait de prendre le taureau par les cornes. Mais on se demande si, entre-temps, la sécurité était au point mort pour qu'on décrète à nouveau une opération spécialement. Donc je pense que la sécurité doit être quotidienne, c'est une question de minutes, c'est une question d'heures. On ne doit pas déclencher une opération spécifiquement à part pour dire oui qu'on est en train de veiller sur la population. Je pense que ça soit des fouilles ou des contrôles de jour comme de nuit, on devait pouvoir assister à cela dans la ville, à l'intérieur, disons à Cotonou, comme à l'intérieur du pays. Ce n'est pas Mamba qui viendrait ou bien Diakwata qui viendrait normalement suppléer aux fouilles réguliers que nous avons, auxquelles nous avons droit, notamment à Cotonou ou bien à l'intérieur du pays. Donc moi je pense que la sécurité doit être permanente. J'ai vu hier sur les télévisions la gendarmerie qui... Voilà, donc est-ce que c'est Mamba qui a déjà démarré? On est allé détruire des ghettos. Oui. Maintenant, c'est bien de le faire. Maintenant, l'après. On a vu déjà de ces actes plusieurs fois. Hein. Même quand le pape Jean-Paul II devait venir à Cotonou, vous voyez, on a détruit certains endroits réputés. Et l'esplanade du Stade de l'Amitié. Mais allez, faites un tour aujourd'hui, là. Vous allez voir que les choses ont repris de plus belle. Des opérations qui pour vous... Des opérations des opérations de charme simplement. Opération de charme, en tout cas le spécialiste nous dira si on peut le qualifier ici. On a vu l'opération Diakwata qui aurait montré ses limites. Aujourd'hui, on a un nouveau régime qui pense qu'il faut revoir la stratégie et ainsi la naissance de l'opération Mamba qui fait déjà ses preuves sur le terrain. Votre regard sur cette opération? C'est une opération que je salue et qui pourrait vraiment aider à juguler la situation de ce que nous sommes en train de connaître. Mais à côté de cela, il faut avoir une vue critique sur l'opération elle-même. Une vue critique sur cette opération? Oui. C'est une opération conjointe, mon commissaire. Oui, parce que les services de police ont déjà leur organisation et c'est des services qui sont en train de travailler tous les jours à la sécurité. Les services de gendarmerie ont aussi leur organisation. Et ce service travaille aussi tous les jours à entretenir la sécurité. Et les deux forces mises ensemble, avec une double sécurité, avec un appui des militaires,
cela ne donne pas toujours le résultat qu'on aurait voulu. Ah bon? Pas toujours le résultat qu'on aurait voulu, parce que l'habitude de travailler ensemble est un réflexe qui joue beaucoup dans la sécurité. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, on a besoin seulement de revoir tout ce qui se fait au niveau de la police, d'engager les gens réellement à leur mission, de leur donner les moyens qu'il faut pour faire le travail, de faire pareil au niveau de la gendarmerie, de leur laisser l'expression des besoins d'appui qu'ils auraient voulu avoir du côté des militaires et autres, et je crois qu'on aura un résultat plus grand. C'est quoi votre crainte exactement quand on parle de cette photo conjointe? C'est comme s'il y a mal donne quelque part. Il n'y a pas mal donne, c'est une autre vision de la question de sécurité qui n'est pas toujours celle qui est adéquate. Il faut nécessairement que ce soit des gens qui se connaissent, qui ont travaillé ensemble. Policiers, gendarmes, non, ce n'est pas des gens qui ont toujours eu des occasions à travailler ensemble. Surtout par ces temps de ces braquages, on est allé chercher gendarmes, policiers, on les a mis ensemble, on a constitué des équipes et on les envoie sur le terrain. Ça pourrait donner un résultat. Mais on aurait eu un meilleur résultat si chaque force était restée dans son entité, était organisée, parce qu'au niveau de chaque structure, nous avons tout ce qu'il faut pour faire le travail. Nous avons les équipes qu'il faut. Nous avons les corps qu'il faut pour faire le travail. C'est vrai, on a besoin quelquefois de se mettre ensemble pour faire un travail, mais cela ne doit pas constituer une opération qui doit être la seule destinée à régler un problème aussi crucial qui se pose. Je ne suis pas entièrement d'accord pour cette mise ensemble, pour cette façon de travailler ensemble pour juguler la sécurité. Quand je les vois dans les villes, quand je les vois dans les quartiers, quand je les vois sur les as, j'ai comme impression que c'est des amis, c'est des connaissances qui sont ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas. La collaboration n'est pas totale, n'est pas franche. Entre ces forces? Entre ces forces, je peux dire que la collaboration n'est pas toujours totale et n'est pas toujours franche. Jacques Boko, là, il y a lieu de s'inquiéter si... Non, il n'y a pas... Absolument. Oui, absolument. Ça fait d'ailleurs le énième rejet de l'opération que je viens d'entendre ce matin, parce que j'ai suivi sur une autre chaîne de télévision hier, un commissaire à la retraite qui a rejeté également l'opération Mamba. J'ai suivi le général Kouyami sur Soleil FM. Il était avec le commissaire à la retraite Marius Dayor. Ils ont dit que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et le commissaire a bien fait de le souligner. C'est comment peaufiner les stratégies, la mise ensemble, la coordination. Apparemment, il a des inquiétudes à ce niveau. Ce qu'on devait faire, est-ce qu'on a évalué l'opération Diakpata? On devait d'abord évaluer l'opération Diakpata, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a patiné, et essayer de corriger, de colmater les brèches. Mais on ne l'a pas fait. Est-ce qu'il était besoin qu'on déclenche ou qu'on décrète une autre opération? Mais on ne l'a pas fait. Mais précipitamment, on a voulu tisser une nouvelle corde au bout de l'ancienne, qui n'est peut-être pas la bonne. Voilà. Mais Claude Dianro, le gouvernement est préoccupé. Ça saute à l'œil. Vous l'avez constaté, après la suppression des barrières, il y a comme un tollé à parler d'insécurité grandissante. Et là, aujourd'hui, on a les militaires qu'on a déployés sur nos axes routiers. Mais au moins ça, vous y accédez pleinement. Oui, je l'accepte. Ce n'est pas la première fois que ça se fait d'ailleurs. Auparavant, il y avait eu des situations de crise où on a dû amener les militaires à la rescousse, mais on gagnerait mieux à ce que la commission actuellement mise sur pied travaille à réaliser les cadres dans lesquels ces forces peuvent se mettre ensemble et aller au-devant des situations. Parce qu'en réalité, c'est une question de profession. Quand vous êtes policier, vous avez une profession, vous avez un métier, vous avez un savoir-faire, vous avez des réflexes, vous avez une formation. Le gendarme a la même formation, mais dans un autre cadre. Et policiers et gendarmes font pratiquement le même travail, mais quelquefois de différentes manières. Maintenant, les militaires qu'on amène, les militaires constituent aussi des forces qui travaillent et qui concourent à la sécurité. Et ce qu'on a besoin de faire avec ces militaires,
c'est de les mettre à disposition de ces différents corps et que ceux-là puissent les intégrer dans leur système d'action pour que nous puissions avoir une certaine efficacité. Des militaires seuls dans la circulation, seuls dans les villes, d'abord ce n'est pas permis, que dans les grandes villes, dans les agglomérations où il y a des étrangers, que des militaires sautent comme ça, ça fait croire à des situations de crise. Bon, maintenant, sur le long de nos voies et dans nos campagnes, on peut s'amuser à les mettre là. Et c'est surtout là qu'il y a les inquiétudes. Dans certaines régions où l'effectif de la police, l'effectif de la gendarmerie n'arrive pas à circoncire le mal. On a besoin forcément d'un appui militaire. Donc il faut pouvoir créer un cadre qui pourra permettre de mettre efficacement les militaires au service de la sécurité. Parce que le nombre, on pourrait avoir un problème qui serait réglé, le problème d'effectif. Mais l'autre problème qui demeure et qui reste à être réglé par les responsables des forces, des différentes forces de sécurité, c'est surtout la capacité à agir. Le militaire ne travaille pas de la même façon que le policier. Les situations déplorables que nous avons connues dans certains cas, par exemple, il y a eu le cas de la gestion de l'affaire Mani, il y a eu le cas de la gestion des ventes de produits pétroliers, on a connu des morts d'hommes qui ont été du fait d'une malappréciation de certaines situations, parce que le policier a l'âme. Mais le policier sait quand il doit faire usage de son âme. Ce n'est pas le même réflexe que le militaire, ce n'est pas parce que le militaire est mauvais, mais le travail qu'il a appris, c'est cela. Maintenant, pour le mettre au service de la sécurité, il est besoin nécessairement que le cadre soit créé et qu'il soit un peu formé. Je dis un peu parce qu'on ne peut pas transformer le militaire en policier, mais qu'il apprenne au moins les b.a.-ba de ce qu'il a à faire. On a besoin d'eux par leurs muscles, parce que, par exemple, nous avons des situations où on a besoin de faire travailler les CRS. Là, on a besoin de beaucoup plus de muscles. Nous avons des situations où il faut faire travailler les RAID. C'est une question de technicité. Ce n'est pas des gens qui opèrent n'importe comment. Ils ont leurs techniques d'action. Nous avons aussi la brigade anticriminalité qui opère autrement. Et maintenant, nous avons les commissariats de localité qui ont besoin d'effectifs, qui ont besoin de tenir certains points. Je crois que là-dessus, il est question que les militaires qui doivent intégrer ces systèmes soient amenés à comprendre ce qu'ils ont à faire. On a besoin forcément de les prendre en compte et de voir qui peut faire quoi. Et pour aller un peu vite, le gouvernement, lui, a mis en place une commission chargée des réformes au niveau de la défense et de la sécurité. Quelle appréciation au regard des nouveaux développements que la question de sécurité a suivi, en faites-vous, personnellement? Évidemment, le commissaire en parlait dans son développement tantôt, il parlait de cette commission-là. Je pense que, à bien le suivre, c'est un spécialiste du domaine. Vous avez vu tout le développement qu'il a fait. Est-ce qu'on a besoin forcément d'une commission encore pour parler des problèmes de sécurité qui se posent à nous? Est-ce qu'on a besoin d'une commission chargée des réformes? Moi, j'ai suivi des spécialistes et je peux dire que je fais partie des premiers. Juste au lendemain du Conseil des ministres, j'étais invité ailleurs et j'ai dit, pour une commission, actuellement, non, on n'en a pas besoin. Sinon, les problèmes sont connus. On a fait les états généraux de la police. Est-ce qu'on a évalué? Quelles sont les recommandations qu'on a essayé de mettre en œuvre jusqu'à présent? Il faut évaluer. C'est vrai, il y a un moment que ces états généraux ont eu lieu et au regard de l'évolution des questions sécuritaires, il faut pouvoir adapter. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai suivi également le général Awagbe sur la télévision nationale qui a dit que le gouvernement sorti, le gouvernement défunt, avait demandé une réflexion dans ce sens. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a le document qui a été déposé à l'ancien gouvernement. Mais jusqu'à aujourd'hui, la mise en application se fait désirer. J'ai suivi également le général Kouyami hier, le commissaire d'Adio. Ils ont dit non. C'est une commission qui est de trop. Toutes les réflexions ont été menées et les réels problèmes
de la police, de la gendarmerie, de l'armée en général sont connus. Et on peut en parler si vous voulez. Et il est question donc de faire entourer le gouvernement des personnes indiquées, c'est ça votre avis? En réalité, cette commission n'aura pas à revoir les problèmes que les différents corps ont. Cette commission, parce que le président Patrice Talon a une vision de la sécurité. Il entend que la sécurité soit désormais gérée autrement. Il voudrait que l'armée travaille à la sécurité. Il voudrait que les services de renseignement travaillent à la sécurité. Il faudra pouvoir créer le cadre nécessaire, comme je le disais tantôt, pour peut-être d'éventuelles mises à disposition, définir d'autres missions à ces corporations qui avaient déjà des missions qui leur sont propres, des missions traditionnelles que ces corporations exécutaient. Maintenant, on a besoin de les mettre ensemble. Il faut forcément un cadre pour définir ce qui doit être fait. C'est vrai, auparavant, il y avait déjà des documents qui ont été élaborés. Je peux citer par exemple la politique et stratégie nationale de sécurité. C'est un document qui avait été fait sous l'égide du général Félix Ressou, qui était ministre de l'Intérieur alors. C'est un travail très bien, qui comporte assez d'éléments qui peuvent être exploités. Donc votre rêve est qu'on puisse très rapidement, à travers cette commission, faire appel à toutes ces productions qui existent, tirer le meilleur d'eux et sortir un produit final à mettre en application, c'est ça? J'ai vu même des civils qui ont réfléchi à la question. Je prends l'exemple de Maître Lao, assisté de M. Titou. Ils ont fait quelque chose sur l'organisation de la sécurité au Bénin. Ça fait autant de choses qu'on peut mettre ensemble et créer le cadre nécessaire. Comment est-ce que ça va se passer? Il y a lieu de réfléchir là-dessus. Tout ce qui était fait auparavant est très bien. Mais il faut l'exploiter. Il faut maintenant mettre cela en exécution. Et cela appelle forcément une commission, un forum, où les gens peuvent se voir, mettre tout cela ensemble, intégrer les choses et transformer. Parce que les défis actuels diffèrent de ces défis qu'on avait pendant que ces travaux ont été effectués. Pour l'instant, on peut... Oui, mais c'est vous qui posez les questions, Joël. Mais j'aimerais quand même bien demander au commissaire, si par exemple le chef de l'État décidait de faire appel à la haute hiérarchie militaire, est-ce qu'on ne pouvait pas s'asseoir et trouver solution aux problèmes qui minent le Bénin en matière de sécurité, que de mettre en place une commission qui va travailler, déposer le rapport, et ça va mettre des jours, des mois, et pourquoi pas des années? Le haut commandement militaire, je ne suis pas en train de leur nier une certaine capacité. Mais ceux qui sont réellement sur le terrain, ceux qui sont actifs, c'est eux qui ont vraiment la mesure de ce qui se passe sur le terrain. On a besoin d'écouter ceux-là. On a besoin de travailler avec eux. Moi qui suis en train de vous parler ici aujourd'hui, je ne suis plus dans l'action. Je ne peux plus apprécier les choses à leur juste valeur. Mais ceux qui sont actuellement sur le terrain, si je prends un monsieur comme le directeur central de la sécurité publique, il est toujours là à travailler sur les questions de sécurité. Monsieur Louis Tokpanou. Il est toujours là en train de travailler. Ce que lui peut faire, si on mettait le directeur général de la police dans un petit regroupement et on lui demande de faire le travail, on n'aura pas toujours les mêmes résultats. En tout cas, le gouvernement ne se repose pas et autre mesure, des changements intervenus à la tête de la direction générale de la gendarmerie et de la police nationale. Jacques Bokor, vous l'avez suivi, des hommes rompus à la tâche qui ont un parcours très enviable pour conduire désormais les questions de sécurité. Tout à fait. Je pense que au regard de ce que nous avons suivi comme appréciation, comme opinion, comme avis, venant des garnisons, sinon des casernes, il semble que ceux qu'on a promus font quand même l'unanimité, même si on reproche à certains de n'avoir pas trop résidé sur le territoire national, mais on ne peut pas leur dénier leurs compétences, parce que c'est des cadres, disons, sinon il y a quand même, disons, celui qui est à la tête de la police nationale, qui est un cadre rompu, il est venu du système des Nations Unies. Et aujourd'hui, en matière de défis sécuritaires, je pense que s'il est allé tutoyer le monde, il pourra apporter une solution efficace. Maintenant, c'est comme on le dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Surtout, il va falloir qu'il mette en place une bonne politique, sinon un bon management
Parce qu'au niveau de la police, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des fichus dans la maison police, il y a différents clans. Comment arriver à mettre ensemble tout cela pour que lorsqu'on envoie le chef sur le terrain avec les éléments, qu'il y ait une synergie d'action. Et que ça puisse donner le résultat. Le résultat escompté, voilà. Oui, monsieur le commissaire, votre regard sur ces nouveaux redéploiements. Je salue la chose. Et je pourrais vous surprendre en disant que nous n'avons jamais connu de mauvais dirigeants à la tête de ces corporations. Jamais. Jamais. Il est seulement question d'une certaine organisation. Nous avons vu des directeurs généraux qui ont créé des cadres spécifiques pour travailler. Ils ont créé des réunions des chefs de sécurité des services actifs, ils ont créé des réunions des commissaires, ils ont créé ainsi de suite beaucoup de choses qui leur ont permis de gérer la sécurité en leur temps. Maintenant, chacun à la tête des corporations qui sont des corporations de très grandes corporations, des corporations d'une grande importance. Chacun doit pouvoir avoir sa politique et travailler pour pouvoir avoir un résultat. Parce que le défi qui est lancé, c'est le défi de la paix, le défi de la sécurité, et vous devez pouvoir réfléchir à ce que les choses puissent aller dans le sens de la mission qu'on vous a demandé de réaliser. Donc, ceux qui sont là, ils sont très bons. J'ajoute même très bons. Je connais la plupart d'entre eux. Si je vais au niveau de la gendarmerie, j'ai travaillé avec le directeur actuel. Il était commandant compagnie quand il était commissaire central. Il a été commandant groupement. C'est un monsieur d'une grande rigueur et qui connaît son métier. Pareil au niveau de la police nationale. Vous l'avez dit, pour que cela puisse remplir dignement la mission, il va falloir tenir compte de l'environnement. Voilà. Ceux qui sont encore en action sur le terrain là-dessus, à l'occasion de la passation de charge au niveau de la police nationale, le SINAPOLIS, le syndicat national de la police, a rompu le silence. Avec donc la complicité de la régie, nous allons pouvoir suivre quelques temps forts des propos ayant marqué l'allocution du secrétaire général par intérim du SINAPOLIS, le commissaire Banabé Amangbeyon. Donc la régie, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de la police nationale, mon contrôleur général de police Idriss Moukaïla, vous prenez le commandement à la tête de la police nationale à un moment où non seulement notre système sécuritaire est mis à rude épreuve par des hommes sans foi ni loi, mais également à un moment où les hommes chargés d'animer cette sécurité sont soumis à un traitement à la limite inhumain et dégradant de la part du gouvernement. Dans un contexte caractérisé par le facteur ci-après, lever des barrières de checkpoint sur toute l'étendue du territoire national, sans auparavant trouver des mesures palliatives, manque criard de moyens matériels, organiques, humains et de communication, morale de la troupe à son plus bas niveau, environnement géopolitique fait de menaces et la proximité de notre pays avec le grand voisin du Nigeria, engagé dans des mesures d'austérité, mais qui parvient progressivement à mettre en déroute la secte islamiste Boko Haram. Je dis donc, dans cet environnement, l'insécurité ne peut que suivre une courbe exponentielle. Monsieur le directeur général de la police nationale, entrant, votre syndicat ne doute point de votre compétence avérée sur le plan interne que sur le plan international. Mais malheureusement, quand les unités de police et de gendarmerie tournent sur fond de rançonnement, ne demandez pas de résultats lorsque les barrières, sources d'approvisionnement en carburant des rares véhicules dont disposent certaines de ces unités sont levées. L'État se comporte exactement face aux forces de sécurité comme un époux qui refuse de donner la popote à sa femme, mais en retour exige de cette dernière de lui faire des mets bien assaisonnés. La sécurité est aujourd'hui plus qu'une affaire de souveraineté, mais plutôt une question supra-souveraineté. Vous constatez avec moi que les actes pris par le gouvernement depuis le 13 avril en ce qui concerne la police nationale
ne sont pas de nature à galvaniser le moral de la troupe. Le moral de la troupe mal en point. Jacques Bokor, vous avez suivi le secrétaire général par intérim du Sinapolis. Absolument, je l'ai suivi et je crois que, a priori, on pouvait dire que c'est honteux de dire fort, de dire à haute et intelligible voix ce que nous venons d'entendre, parce que moi j'ai entendu, on a dit que c'est la levée des barrières qui entraîne l'insécurité que nous vivons, parce que les fonds issus de ces barrières servent à mettre du carburant dans les moteurs. Du moment où ces barrières sont levées, alors le moral de la troupe est au plancher. Il y a eu d'autres actes que déplore la police. Mais vous voyez, quand on le suit, il est quand même en train d'exprimer un ressentiment. Parce que la police aujourd'hui, c'est quoi? Quand la population en a marre, on décharge, on déverse toute la colère sur la police. C'est la police qui n'assure pas notre sécurité, c'est la police qui n'assure pas notre sécurité, alors que le véritable problème est là. Il a dû vider le trop-plein. Et ça a été applaudi. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été rédigé par une seule personne. C'est un ensemble, c'est le syndicat qui a parlé. Donc, vous voyez, c'est ce que nous disons. On n'a pas besoin, par exemple, d'assises pour connaître les réalités de la police. Ouais, il y a de véritables des doléances, des revendications à satisfaire avant de demander à la police de faire autant. Parce que c'est quand même des gens qui vont exposer leur poitrine, qui vont prendre des risques. Maintenant, on dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, il va falloir que le gouvernement se penche surtout sur les derniers actes qui ont été pris par le gouvernement, notamment la suppression, sinon le retrait, des décrets portant statut de la police. Moi, j'ai entendu du temps du ministre Simplice Dossoukhodjo que 3000 policiers seraient à moins de 40 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Alors qu'à Cotonou, le loyer d'abord, c'est pour trouver un loyer décent, une chambre à coucher, un salon, c'est déjà 40 000 francs. CFA, le verre dans le fruit. C'est vrai, le verre dans le fruit. L'intervention du secrétaire général adjoint du syndicat de la police, c'est une réaction légitime. Les missions de police sont des missions de haut risque. Et on doit pouvoir les apprécier comme telles. Il y a lieu de donner d'abord, premièrement, les moyens de fonctionnement aux unités de police. Je crois que là-dessus, en principe, les mairies doivent contribuer. Mais le gouvernement doit jouer la plus grande part. Le gouvernement doit savoir que la sécurité n'a pas de prix, que la paix n'a pas de prix et qu'on a besoin de mettre là le maximum de ressources qu'on a pour pouvoir faire fonctionner ces unités, parce que sans la paix, on ne peut pas avoir le développement. Et ça veut dire que sans la sécurité c'est l'autre nom du développement. Sans la sécurité, on ne peut pas avoir le développement. Maintenant, il y a eu des décrets qui avaient été pris par l'ancien régime pratiquement à la veille du départ du président Yahya Boni. Ces décrets n'ont pas été suffisamment élaborés. Sinon, je peux dire, n'ont pas été bien élaborés. Parce que d'abord, il s'est posé une question où on a créé une force de sécurité publique. La police n'avait pas besoin de se retrouver au milieu de cette force pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir obtenir son dessein. Vous avez parlé des États généraux qui ont eu cours en 2003. Et depuis ce temps, on a envoyé un projet au niveau de la police nationale, de tout ce qui doit, un projet de statut, ce qui doit permettre à la police d'exprimer et d'avoir à sa disposition les besoins qui avaient été ressentis au niveau des États généraux. Ça n'a pas été le cas. On a créé une force de sécurité publique rien que pour obtenir le refus de la reconnaissance des droits de grève aux douaniers, ce qui créait des torts au président Yahya Boni. Mais aujourd'hui,
la situation des indemnités, des primes, doit être une préoccupation pour le gouvernement. Et cela apparaît très urgent. Je peux vous dire, par exemple, que au niveau de la police, les risques sont des risques qui sont liés à l'emploi, c'est des risques qui sont liés à la fonction, et il y a des risques qui sont liés à la position du fonctionnaire de police. Le policier, par exemple, qui est au raid, ne court pas les mêmes risques que le policier qui est assis dans un bureau, comme je l'étais DDPN. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de primes de risque que le policier qui est sur le terrain. C'est pour cela que, en son temps, intervenant sur une des chaînes, j'avais eu à dire que ces primes n'ont pas été élaborées comme cela se devait. Et on ne peut pas mettre policiers et douaniers ensemble, ça peut, je m'excuse, les gens des eaux et forêts ensemble, pour dire qu'ils ont le même taux de prime qu'on leur donne, qu'on leur alloue telle prime. Les primes se calculent par rapport à un certain pourcentage. Il faut revoir. Et il y a des indemnités que les gens doivent pouvoir lister et se servir de cela pour revoir et refaire les décrets le plus tôt possible, mettre à la disposition du ministre, et le gouvernement se trouvera obligé de le faire pour pouvoir avoir les résultats. Donc, au gouvernement et à vos collègues, vous demandez un peu plus de symbiose dans les actions à venir, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il faut. Et il faudrait que soient associés à ces tâches, à la définition de ces primes, des gens qui se connaissent, des gens qui ont des informations sur ce qui peut être fait. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter, il faut une indemnité de suggestion, il faut une indemnité exceptionnelle de risque, il faut une indemnité de fidélisation, il faut des indemnités de nuit. Il faut beaucoup de choses pour que le policier se trouve à l'aise, pour que le policier puisse se sentir dans un métier qui comporte des risques, pour que le policier, en travaillant, sache qu'il court des risques, mais il a quelque chose en retour. Claude Diango, si vous devez clôturer rapidement un petit mot avant qu'on mette un terme à l'émission du jour. Je continue de dire ce que j'ai dit au premier abord, que notre système de sécurité est capable de protéger les citoyens et de prévenir les agressions extérieures. Au niveau de la sécurité, nous avons suffisamment de compétences. Des gens qui sont encore en fonction, des gens qui sont admis à la retraite. Si on met tout cela à concours, on doit pouvoir avoir un résultat et un très bon résultat. La sécurité au Bénin, ça peut se réaliser et ce qui se fait déjà, saluons cela. Si Boko Haram n'est pas arrivé, on va dire peut-être que c'est Dieu qui nous aide, mais je dis beaucoup plus que c'est la sécurité qui fait son travail. Jacques Boko. Non, je continue de croire que le défi sécuritaire sera relevé, notamment à l'aide de la rupture et du nouveau départ, mais pour ce faire, il va falloir que chaque acteur joue sa partition, que le gouvernement dote la police, l'armée des moyens nécessaires et que l'armée en retour joue sa partition. Je vous remercie, Joël. Merci à vous, Jacques Boko. Merci, Claudien. 100% Bénin. Le numéro du jour, nous le bouclons sur cette citation de l'historien Thomas Fuller. Je cite: le moyen le plus sûr d'être sauf, ce n'est pas de croire en la sécurité, mais de travailler en permanence pour. Chacun à son niveau, puis collectivement. Mesdames, Messieurs, excellente semaine de travail à vous. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours sur le même plateau avec la même disponibilité. À très vite.